En 1789, la France explose. Mais cette explosion ne sort pas de nulle part. Les ingrédients s'accumulent depuis des décennies, chaque année ajoutant sa couche de frustration, de dette, de misère et de colère. Ce qui se passe le 14 juillet avec la prise de la Bastille n'est que l'aboutissement d'un processus devenu irréversible. La France de 1789 compte environ 27 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. Mais cette population est enfermée dans une structure sociale venue du Moyen Âge, la société d'ordre. 3 catégories rigides divisent le royaume. Le clergé, premier ordre, représente 150 000 personnes. Ces hommes et femmes d'Église possèdent 10% des terres du royaume. Ils ne paient pas d'impôts. Mieux encore, ils perçoivent la dîme, un prélèvement sur les récoltes que tous les paysans doivent verser. Le haut clergé vit dans l'opulence. Les évêques et abbés accumulent des revenus considérables. Le bas clergé, les curés de campagne, connaît une réalité différente. Ils vivent chichement, proches de leurs paroissiens, partageant souvent leur misère. La noblesse, deuxième ordre, compte entre 300 000 et 400 000 membres, soit moins de 2% de la population. Ces nobles possèdent environ 25% des terres. Eux non plus ne paient pas la taille, l'impôt direct principal. Leur statut se transmet par le sang ou s'achète via des charges royales. La noblesse d'épée, ancienne, tire sa légitimité de siècles de service militaire. La noblesse de robe, plus récente, provient de l'achat de charges administratives et judiciaires. Ces nobles monopolisent les postes importants. L'édit de Ségur de 1781 réserve les fonctions d'officier aux aristocrates, pouvant prouver 4 générations de noblesse du côté paternel. Cette mesure ferme brutalement toute perspective d'ascension sociale par l'armée. Le tiers-État rassemble tous les autres. 97% de la population française. Cette catégorie regroupe des réalités sociales extrêmement diverses. Au sommet, la haute bourgeoisie rivalise en richesse avec la noblesse. Les grands négociants, les banquiers comme Samuel Bernard, les fermiers généraux qui avancent au roi les revenus des impôts indirects, accumulent des fortunes colossales. Viennent ensuite les bourgeois moyens, les artisans, les boutiquiers des villes, puis la masse énorme des paysans, 85% de la population totale. Ces derniers travaillent une terre qu'ils possèdent rarement. Ils doivent des redevances aux seigneurs, la dîme au clergé, la taille au roi. Ils ne peuvent ni chasser ni pêcher sur des terres qu'ils cultivent, les corvées les arrachent régulièrement à leurs champs. Cette structure paraît de plus en plus absurde aux yeux d'une partie de la population. Les idées des Lumières circulent. Voltaire dénonce le fanatisme religieux et l'arbitraire royal. Rousseau théorise la souveraineté populaire. Montesquieu prône la séparation des pouvoirs. Ces philosophes ne sont pas des révolutionnaires. Ils veulent réformer, pas détruire. Mais leurs écrits diffusent dans les salons, les cafés, les loges maçonniques. La franc-maçonnerie compte en 1789 une forte proportion de nobles, de bourgeois, d'hommes de loi. Ces espaces de discussion permettent à des idées nouvelles de se propager. Même si les francs-maçons restent prudents en 1789, le modèle anglais fascine. Outre-Manche, le Parlement limite le pouvoir du monarque. Les libertés individuelles sont mieux protégées. La Révolution américaine de 1776 prouve qu'un peuple peut se débarrasser d'une monarchie européenne et établir une république. Environ 8000 soldats français ont participé à cette guerre. Ils rentrent avec des idées nouvelles. Le principe « pas de représentation sans taxation » résonne. Comment accepter de payer des impôts quand personne ne représente vos intérêts? Louis XVI monte sur le trône en 1774. Il hérite d'une situation financière catastrophique. La dette publique atteint des sommets vertigineux. À la mort de Louis XIV, en 1715, elle représente déjà 80% du PIB. Les guerres du XVIIIe siècle l'ont gonflé sans interruption. La guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, coûte une somme astronomique à la France. Cette première guerre véritablement mondiale oppose la France alliée à l'Autriche contre la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. Les combats se déroulent en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, sur tous les océans. La France perd cette guerre. Le traité de Paris de 1763 la prive de son empire colonial nord-américain. Le Canada passe aux Britanniques. La vallée de l'Ohio, les territoires de la Louisiane à l'est du Mississippi
disparaissent. Aux Indes, les comptoirs français sont quasi annulés. Cette défaite est une humiliation nationale. Mais le pire reste financier. La guerre a ruiné les finances royales. L'État croule sous les dettes contractées pour financer les campagnes militaires. Les ressources n'ont pas suivi les dépenses. Dès 1771, une banqueroute partielle s'impose. L'abbé Terray, contrôleur général des finances, réduit de force le service de la dette. Louis XVI appelle Turgot en 1774. Cet administrateur compétent promet de rétablir les finances sans banqueroute, sans nouvel impôt, sans emprunt. Il veut réduire les dépenses et favoriser la croissance économique. Son plan inclut la suppression des corvées, la libéralisation du commerce des grains, la suppression des jurandes qui entravent l'économie. Ces réformes heurtent trop d'intérêt. Turgot tombe en 1776. Necker le remplace. Ce banquier genevois présente, en 1781, le premier compte rendu public des finances royales. Le document embellit la réalité, mais révèle l'ampleur du problème. Puis survient la guerre d'indépendance américaine. En 1775, les 13 colonies britanniques d'Amérique se révoltent. Louis XVI voit là une occasion de revanche. Aider les insurgés américains permet d'affaiblir l'ennemi britannique. Dès 1776, la France envoie secrètement des armes, des munitions, des prêts. En 1778, elle s'engage officiellement. Le comte de Rochambeau débarque avec 5000 hommes en 1780. L'amiral de Grasse apporte sa flotte en 1781. La victoire de Yorktown en octobre 1781 force les Britanniques à négocier. Le traité de Paris de 1783 reconnaît l'indépendance américaine. La France a gagné sur le plan diplomatique. Elle a vengé l'humiliation de 1763. Mais le coût est effrayant. Cette guerre est financée entièrement par l'emprunt. 1 milliard de livres, peut-être plus. En 1786, le ministre Calonne informe Louis XVI que la France est au bord de la faillite. Le déficit atteint 112 millions de livres, soit 20% du budget. En 1788, le service de la dette, c'est-à-dire juste le paiement des intérêts des emprunts, représente plus de 50% des dépenses publiques. La moitié du budget part dans les poches des créanciers avant même de financer l'État. Comment en sortir? Une seule solution: réformer le système fiscal, faire payer les privilégiés, imposer la noblesse et le clergé. Mais ces ordres refusent catégoriquement. Calonne convoque une assemblée des notables en 1787. Ces grands du royaume rejettent ces propositions. Son successeur, Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, échoue également. Les parlements, cours de justice composés de nobles, bloquent toute réforme fiscale. Ils exigent la convocation des États généraux, cette assemblée des trois ordres qui ne s'est pas réunie depuis 1614. Louis XVI cède. Le 24 janvier 1789, il convoque les États généraux pour le 5 mai suivant. Il espère obtenir leur accord pour lever de nouveaux impôts. Mais en ouvrant cette boîte de Pandore, il déclenche un processus qu'il ne contrôlera plus. L'année 1788 apporte un nouveau désastre. La nature s'en mêle. Le 13 juillet 1788, exactement 1 an et 1 jour avant la prise de la Bastille, un orage d'une violence inouïe traverse la France. Cette tempête de grêle dévaste tout sur son passage de la Touraine à la Belgique. Les grêlons pulvérisent les récoltes. Au château de Rambouillet où séjourne le roi, 11 749 vitres et ardoises explosent. La commission d'enquête royale dénombre 1059 villages ravagés. Les dégâts sont estimés à 50 millions de livres, soit 10% des recettes budgétaires annuelles. Le grenier à blé de Paris, la Beauce, la Brie, le Soissonnais, la Picardie, subit les destructions les plus graves. Cet orage survient après un printemps et un été marqués par la sécheresse. Le déficit pluviométrique atteint 40% dans le nord, 80% dans le sud-est. Les récoltes s'annonçaient déjà médiocres. L'orage les anéantit. En août 1788, des émeutes éclatent à Lamballe en Bretagne. En automne, la Provence et le Languedoc, frappés de plein fouet par la sécheresse, connaissent des troubles. Necker, rappelé au contrôle des finances le 25 août, interdit immédiatement l'exportation de grains. Il organise des importations massives depuis les États-Unis, environ 148 000 tonnes. Ces mesures évitent la famine totale.
Mais elles n'empêchent pas les pénuries. Et le pire reste à venir. Le 25 novembre 1788, un vent glacial venu de l'Est s'abat sur la France. Les températures s'effondrent. Le 27 novembre à Paris, le thermomètre descend à moins 12 degrés Celsius. Le 28, à moins 14 degrés Celsius. Les gelées s'installent pour ne plus partir. Décembre 1788 est le mois le plus froid jamais enregistré à Paris. La température moyenne atteint moins 6,7 degrés Celsius. La Seine gèle pendant 56 jours consécutifs. La Loire, le Rhône, la Saône se transforment en blocs de glace. Le 31 décembre, on relève moins 21,75 degrés Celsius à Paris, moins 26,25 degrés Celsius à Strasbourg. Début janvier 1789, les températures matinales varient entre moins 14 et moins 15 degrés Celsius dans la capitale. Les après-midi ne dépassent pas moins 9 à moins 10 degrés Celsius. Durant l'hiver, Paris connaît 86 jours de gel, un record absolu. Le froid tue. La surmortalité de janvier 1789 est estimée à 10 000 décès. Le gel détruit les arbres fruitiers. Il gâte les céréales et légumes stockés. Les tonneaux de vin et de cidre gèlent. Les rivières deviennent impraticables, paralysant les moulins. Le ravitaillement des villes devient un cauchemar. Le prix du bois s'envole. Certains citadins brûlent leurs vieux meubles. Dans les campagnes, les animaux périssent dans les étables. La paille elle-même gèle. Fin janvier, le dégel commence. Mais ce dégel apporte de nouvelles catastrophes. La fonte brutale des glaces provoque des inondations massives. Les routes deviennent impraticables. Les champs et les greniers sont inondés. Le pays se retrouve paralysé. Les dégâts sont considérables. Le printemps 1789 révèle une France affaiblie. Des récoltes compromises, des stocks épuisés. Le prix du pain explose. En temps normal, le setier de blé coûte 15 livres. En novembre 1788, il monte à 30 livres. À Pâques 1789, il atteint 37 livres. À la Saint-Jean, en juin, il culmine à 48 livres. À Paris, le pain de 4 livres passe de 9 sous à 14,5 sous en février 1789. Un ouvrier non qualifié dépensait habituellement la moitié de son salaire journalier en pain. Au printemps 1789, il en dépense entre 70 et 90%. Les salaires augmentent un peu, mais pas assez pour suivre. Les familles ont faim. En 1788, on compte 58 émeutes frumentaires, des révoltes liées au prix du pain. Sur les 4 premiers mois de 1789, on en dénombre 239, dont 105 en avril, juste avant l'ouverture des États généraux. Le peuple rend responsable de la disette les décimateurs qui prélèvent la dîme, les seigneurs qui perçoivent les redevances en nature, les négociants qui spéculent sur les grains. On réclame la réquisition et la taxation. La colère monte dans tout le royaume. Louis XVI distribue de l'argent, visite les malheureux. Les grands seigneurs organisent des comités de bienfaisance. Le prince de Condé envoie 12 000 livres à Dijon. Mais que peuvent ces aumônes quand le prix du pain a triplé, celui du vin doublé? Le ressentiment se transforme en haine. Le peuple cherche des boucs émissaires. En février 1789, selon le libraire Hardy, à Paris, ce ne sont plus les spéculateurs qui sont visés, mais le roi lui-même. La monarchie perd sa légitimité. Pour préparer les États généraux, Louis XVI ordonne la rédaction de cahiers de doléances dans tout le royaume. Chaque communauté, chaque corporation, chaque paroisse doit exprimer ses griefs et ses souhaits. Ce processus occupe toute la première moitié de 1789. C'est une première depuis 175 ans. Les Français peuvent enfin faire remonter leurs revendications. Ces cahiers révèlent l'ampleur du mécontentement. Le tiers-État réclame l'égalité fiscale, la fin des privilèges, une constitution, des libertés garanties. Les questions des impôts à payer après les récoltes détruites et de la cherté du pain reviennent systématiquement. Même certains nobles et ecclésiastiques acceptent des réformes. Mais d'autres s'accrochent à leurs privilèges. La fracture est profonde. Le 5 mai 1789, les États généraux s'ouvrent à Versailles. Environ 1200 députés se rassemblent, 300 pour le clergé, 300 pour la noblesse,
600 pour le tiers-État. Louis XVI a doublé la représentation du tiers. Mais cette concession est vide de sens. Les ordres votent traditionnellement séparément. 2 ordres contre 1, le tiers sera toujours battu. Les députés du tiers exigent le vote par tête. Chaque député compterait pour une voix. Avec 600 membres, le tiers pourrait l'emporter s'il convainc une partie du clergé ou de la noblesse. Les ordres privilégiés refusent. Les négociations s'enlisent. Le 17 juin, le tiers-État prend une décision radicale. Il se proclame Assemblée nationale. Il affirme représenter 96% de la nation. Il invite les autres ordres à le rejoindre, mais il avance avec ou sans eux. C'est un coup d'État parlementaire. Louis XVI tente de réagir. Le 20 juin, il fait fermer la salle des menus plaisirs où siègent les députés. Mais ceux-ci se rassemblent dans une salle voisine, le jeu de paume. Là, il prête serment de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le serment du jeu de paume entre dans l'histoire. Louis XVI hésite. Doit-il dissoudre l'Assemblée par la force? Certains conseillers le poussent à agir. Mais le roi tergiverse. Le 23 juin, il tient une séance royale où il ordonne aux 3 ordres de siéger séparément. Les députés du tiers refusent de bouger. Mirabeau lance sa phrase célèbre « Nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Le roi cède. Le 27 juin, il invite les nobles et les ecclésiastiques à rejoindre l'Assemblée nationale. Le tiers a gagné. Mais Louis XVI n'a pas dit son dernier mot. Il concentre des troupes autour de Paris et Versailles. Des régiments étrangers, dont des Suisses, arrivent. Le 11 juillet, il renvoie Necker, le ministre populaire. Ce geste brutal est perçu comme une déclaration de guerre. À Paris, la tension explose. Le 12 juillet, un jeune avocat, Camille Desmoulins, harangue la foule au Palais Royal. Il appelle aux armes. La ville se couvre de barricades. La nuit du 12 au 13 juillet voit des émeutes éclatant dans plusieurs quartiers. Le peuple cherche des armes. Le 14 juillet, une foule se dirige vers l'hôtel des Invalides. Elle s'empare de 32 000 fusils et de canons. Mais il manque la poudre et les munitions. On sait où les trouver, à la Bastille. Cette vieille forteresse sert de prison d'État et d'arsenal. Elle symbolise l'arbitraire royal. Des dizaines de personnes y ont été enfermées sans procès, sur simple lettre de cachet du roi. Le 14 juillet vers 10 heures du matin, une foule de plusieurs milliers de Parisiens se masse devant la Bastille. Ils veulent les armes et les munitions. Ils exigent aussi le retrait des canons pointés sur le faubourg Saint-Antoine. Le gouverneur de Launay dispose d'une petite garnison. Il négocie, puis tire sur la foule. La bataille fait rage. En début d'après-midi, des gardes français désertent et rejoignent le peuple avec des canons. Vers 17 heures, de Launay capitule. La foule envahit la prison. Elle libère les 7 prisonniers détenus. De Launay est lynché. Sa tête est promenée au bout d'une pique. La Bastille tombe. La Révolution commence. La prise de la Bastille n'est pas un accident. Elle est l'aboutissement d'un processus long et complexe. Tous les éléments étaient réunis pour produire cette explosion. D'abord, une structure sociale archaïque. La société d'ordre a peut-être eu sa logique au Moyen Âge. En 1789, elle paraît absurde. Comment justifier qu'une infime minorité de nobles et d'ecclésiastiques ne paie pas d'impôts alors qu'ils possèdent 35% des terres? Comment accepter que le mérite ne compte pas, que seule la naissance détermine le statut? L'édit de Ségur de 1781, en fermant l'armée aux roturiers méritants, bloque la dernière voie d'ascension sociale. La noblesse se referme sur elle-même au moment précis où la bourgeoisie enrichie veut accéder au pouvoir. Ensuite, une crise financière structurelle. Les guerres successives du XVIIIe siècle ont ruiné la monarchie. La guerre de 7 ans a coûté une fortune. La guerre d'indépendance américaine en a coûté une autre. En 1788, la moitié du budget sert à payer les intérêts de la dette. L'État ne peut plus fonctionner. Mais les ordres privilégiés refusent toute réforme fiscale. Ils acceptent de discuter aux États généraux, pensant bloquer toute vraie réforme. Ils ne comprennent pas que leur intransigeance les condamne. Puis une crise de subsistance dramatique. L'orage du 13 juillet 1788 détruit les récoltes déjà médiocres. L'hiver 1788-1789, le plus froid du siècle,
achève le désastre. Le printemps 1789 voit un pays affamé. Le prix du pain triple. Les ouvriers dépensent 80% de leur salaire pour manger. Les paysans n'ont plus de grains. Les émeutes se multiplient. Quand des hommes ont faim, ils ne réfléchissent de plus. Ils agissent, et en juillet 1789, ils ont faim. Enfin, une révolution intellectuelle. Les idées des Lumières ont diffusé pendant des décennies. Voltaire, Rousseau, Montesquieu ont sapé les fondements idéologiques de l'Ancien Régime. Comment croire encore aux droits divins des rois après avoir lu le contrat social? Comment accepter l'arbitraire quand on a découvert Montesquieu? La Révolution américaine a prouvé qu'un peuple pouvait renverser un roi et établir une république. Les soldats battus français rentrés d'Amérique ont ramené ces idées. Elles circulent dans les cafés, les loges maçonniques, les salons. Une partie de l'élite intellectuelle a basculé. Elle ne croit plus au système. Louis XVI lui-même porte une lourde responsabilité. Il est faible, indécis, il hésite constamment, il tergiverse. Il ne mène aucune campagne pour préparer l'opinion. Il ne met pas en valeur les mesures prises pour lutter contre la famine. Il n'explique pas ses décisions. Il laisse circuler les rumeurs les plus folles. Sa tentative de coup de force en juillet 1789, avec la concentration de troupes autour de Paris et le renvoi de Necker, arrive trop tard et trop brutalement. Elle provoque l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de terroriser le peuple, elle le pousse à la révolte. La Révolution française n'était pas écrite d'avance. Des choix différents auraient pu l'éviter. Si Louis XVI avait imposé des réformes fiscales 10 ans plus tôt, si les ordres privilégiés avaient accepté de payer leur part, si l'orage de juillet 1788 et l'hiver glacial n'étaient pas survenus, si le roi avait mieux communiqué. Mais tous ces « si » relèvent de l'histoire-fiction. Dans les faits, tous les ingrédients se sont réunis au bon moment. La dette accumulée depuis Louis XIV, les défaites militaires humiliantes, l'entêtement des privilégiés, les catastrophes climatiques, la famine, les idées nouvelles, l'incompétence du pouvoir. En 1789, l'Ancien Régime ne peut plus fonctionner. Les élites refusent de se réformer. Le peuple ne peut plus supporter le système. L'État est en faillite. La monarchie absolue a échoué. Elle ne protège plus ses sujets. Elle ne leur apporte plus la prospérité. Elle ne garantit plus la paix. Elle ne remplit plus sa part du contrat implicite qui la liait au peuple. Quand un système perd toute légitimité, quand il ne sert plus à rien, quand il ne fait que perpétuer les privilèges d'une minorité, il est condamné. Le 14 juillet 1789 n'est que le début. La monarchie va encore durer 3 ans. Louis XVI sera exécuté le 21 janvier 1793. Entre-temps, la France va connaître la terreur, la guerre civile, les guerres extérieures. La Révolution va dévorer ses propres enfants. Robespierre tombera à son tour. Napoléon prendra le pouvoir. L'Empire remplacera la République. Mais plus jamais la monarchie absolue ne reviendra. Plus jamais la société d'ordre ne sera restaurée. Le 14 juillet 1789 marque une rupture définitive. Cette rupture était inévitable. Tous les indicateurs étaient au rouge. La dette publique étouffait l'État. Les privilèges des nobles et du clergé paralysaient toute réforme. Le système fiscal archaïque ne fonctionnait plus. La population augmentait, mais les ressources stagnaient. Les catastrophes naturelles détruisaient les récoltes. Le prix du pain explosait. Le peuple avait faim. Les idées nouvelles sapaient l'autorité royale. La bourgeoisie enrichie voulait le pouvoir. Les paysans ne supportaient plus les redevances féodales. Les ouvriers urbains crevaient de faim. Les intellectuels dénonçaient l'arbitraire. Les soldats avaient vu en Amérique qu'un autre monde était possible. Quand tous ces facteurs convergent, quand toutes ces tensions s'accumulent, l'explosion devient inéluctable. On peut la retarder. On ne peut pas l'empêcher. Le 14 juillet 1789 n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat prévisible, presque mathématique, de décennies d'erreurs, d'injustice, d'immobilisme et d'aveuglement. L'Ancien Régime s'est condamné lui-même. Il a refusé toutes les réformes. Il s'est accroché à ses privilèges. Il a ignoré les avertissements. Il a méprisé le peuple. Il a dilapidé les finances. Il a perdu les guerres.
il a laissé le pays s'enfoncer dans la crise. En 1789, il ne reste plus qu'à constater les dégâts. La faillite financière est là. La famine menace. Le peuple est à bout. Les élites sont divisées. Le roi est faible. L'État est impuissant. Les conditions sont réunies. Il ne manque plus que l'étincelle. Elle arrive avec le renvoi de Necker le 11 juillet. Le 14 juillet, la Bastille tombe. L'ancien régime meurt. Un nouveau monde commence. Personne ne sait encore où il mènera. Mais tout le monde comprend qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La Révolution française était inévitable parce que le système ancien était devenu intenable, parce que tous les acteurs avaient radicalisé leur position, parce que les compromis étaient devenus impossibles, parce que la crise était devenue totale. Cette leçon dépasse largement 1789. Elle s'applique à tous les systèmes politiques. Quand un régime refuse de se réformer, quand les élites s'accrochent à leurs privilèges, quand le peuple souffre sans espoir, quand les finances sont en ruine, quand les catastrophes s'accumulent, quand les idées nouvelles circulent, l'explosion finit par arriver. Pas toujours de la même manière, pas toujours avec la même violence, mais elle arrive. La Révolution française l'a prouvé, et son exemple a inspiré tous les mouvements révolutionnaires des 2 siècles suivants.